Est-ce que ça bouge pas beaucoup? C'est ça la volatilité. Ça, c'est la volatilité historique. Et on peut faire une moyenne de cette volatilité, évidemment. Elle peut bouger pas beaucoup, bouger beaucoup, pas bouger pas beaucoup. Si vous regardez au moment sur quelques semaines, elle bougeait beaucoup. Puis avant, elle était faible, avant, elle est forte, là, elle est faible. Donc sur un an, bah, elle est plus ou moins, c'est une moyenne. Sur 6 mois, elle était plus forte que sur un an, par exemple. Si ça voilà. C'est une volatilité historique. Cette volatilité historique, c'est celle que vous revoyez aussi dans les bandes de Bollinger. Dans les bandes de Bollinger qui s'écartent ou se resserrent en fonction de l'average true range, c'est-à-dire le true range, c'est la vraie variation du marché, vraiment, qui est une technique, et qu'on rajoute en plus ou en moins à une moyenne. Donc en fait, vous auriez très facile les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, vous avez le marché qui fait des cours de clôture, vous faites une moyenne des prix, et puis alors vous faites un écart type à la moyenne, c'est-à-dire vous prenez tous les points, comment ils sont écartés, plus ou moins ici, ici c'est écarté de plus 2, ici c'est écarté de moins 1, ici c'est écarté de plus 3, ici c'est écarté de moins 2, ici c'est écarté de plus 1, ici de moins 1, etc. etc. Vous faites la somme, la somme de tous ces moyennes, et vous faites la moyenne, et vous avez globalement une moyenne. Ça s'écarte de combien? Ben, ça s'écarte en moyenne de 3 points, on va dire. Voilà. Et vous avez en gros la moyenne de ce truc-là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Alors évidemment, quand ça s'écarte, quand ça vaut, c'est très volatile, ben, la bande va s'écarter, et quand c'est peu volatile, ben, la bande va se resserrer. Ce que vous allez faire, ensuite, vous allez, à cette moyenne, c'est la moyenne des écarts. La bande de Bollinger, c'est la moyenne des écarts, donc tous ces petits écarts autour de cette moyenne mobile ici. Moyenne mobile, vous savez ce que c'est le nombre de fours divisé par, sur 14 jours, ben c'est plus A1, plus A2, plus A3, plus A14. Donc tous les cours divisés par 14, ça vous donne, en moyenne, en ce moment, le cours il est à peu près à 150, on va dire, terminé. Voilà. Et là, vous avez, et ça, vous avez cette moyenne. Et ensuite, vous calculez les différences de variabilité, comment ça bouge. Et vous faites une moyenne, et ça vous donne la moyenne. Comment ça bouge en moyenne? Ça bouge en moyenne de 2 ou 3 points. Par rapport à cette moyenne-là, vous avez 2 ou 3 points. Donc vous avez la moyenne. Et ensuite, vous la rajoutez à cette courbe, à cette moyenne mobile, à cette moyenne mobile qui est là, vous rajoutez en plus ou en moins l'écart type. Sigma, je ne sais plus écart type, je ne sais plus comment il s'appelle, écart type, d'accord? Et comme Bollinger a vu, il a fait un écart type, il en a fait 2. Voilà, voilà, et on a la moyenne mobile. Et ça, on voit bien, la variabilité, c'est comment ça bouge beaucoup ou pas. On a compris graphiquement ce que veut dire la volatilité. Alors après, c'est utile, ça permet de dire, est-ce que ça bouge beaucoup? Est-ce que si j'achète là, ben, j'ai une chance que ça redescende très fortement de 2 points, parce qu'en moyenne, ça bouge de 2 points. J'ai une volatilité qui bouge beaucoup, donc 2 points. Donc même si le marché monte, il peut redescendre avant 2 points, avant de monter. Donc je vais peut-être mettre mon solde pas à 2 points, je vais mettre à 2,50, à 2,50, etc., etc. Ça, c'est la volatilité historique. Ça n'a rien à voir avec la volatilité implicite. Enfin, quasiment rien à voir avec la volatilité implicite. La volatilité implicite, c'est un truc que les gens ne connaissent pas normalement s'ils ne font pas des options. La volatilité implicite, c'est... Alors, en théorie, normalement, c'est la volatilité historique, celle dont on vient de parler, anticipée dans le futur. Ça marche jamais. Ça va être une anticipation. C'est un peu ce que ça peut être un peu ça, mais ce n'est pas ça réellement l'utilité. Donc c'est pas la volatilité historique anticipée. C'est en réalité le paramètre qui intervient dans le calcul des options Black & Scholes, ou comme change, si vous voulez, comme calcul des options, pour situer le prix d'une option, un call ou un put, vous avez besoin de différents paramètres. Vous avez besoin du prix du marché, vous avez besoin de l'échéance, vous avez besoin du strike que vous utilisez, du prix d'exercice, vous avez besoin des taux du marché, mais en gros surtout du sous-jacent, du prix du sous-jacent, du strike que vous utilisez et l'échéance. Et il y a un petit truc, à un moment donné, parce que quand on a calculé tout ça, les gars ils disaient, il manque un truc, comment on fait pour calculer une option? Ça, d'accord, ok, comme un gâteau, une cuisine, on va ajouter ça, donc l'échéance, le strike, le prix du marché, etc. Vous avez tout ajouté, il manque un truc. C'est quoi? Le truc, c'est la peur du marché. Il achète ou il paye ou il ne paye pas. Il
S'il a peur, il va acheter l'action, il va acheter l'option. S'il n'a pas peur, il ne va pas acheter l'option. Et c'est ce petit truc qu'on appelle la volatilité implicite. Alors c'est schématiquement expliqué. Et c'est ça qu'on appelle la volatilité implicite. Et c'est ça qu'on utilise dans le VIX. Par exemple, le VIX, vous avez entendu beaucoup parler du VIX. Le VIX, eh ben, on prend la volatilité implicite, donc on calcule, comme nous on était avec Patrick, on était sur le pit, on avait des gros morceaux comme ça, des gros bouquins avec la vol. Et pourquoi la vol? Attends, parce qu'on n'avait pas forcément la tablette qui va bien à l'époque, et puis au box il répondait pas, Malpel il répondait. En vrai, c'est combien la vol? Je sais pas, et alors, tu gueulais, non? Et alors c'était BNP ou Paribas ou Général qui nous donnait la vol, ou alors on cherchait sur le bouquin, et on regardait, alors ça, ce prix-là, cette échéance-là, etc., ça a une vol de temps, et donc on avait le niveau de la vol. On prend toutes les vols implicites qui se traitent, et du call et des puts, et on en fait une moyenne, et ça vous donne le VIX. Et ça vous donne le VIX sur le S&P, sur le standard & Poor's. Et on peut le traiter, on peut l'acheter ou le vendre, et il y a un futur là-dessus qui permet, et même des options sur le VIX qui permettent de le jouer ou de le vendre sur cet indice VIX. Cet indice VIX, c'est quoi? Il représente en fait le salaire de la peur. C'est est-ce que les gars ont besoin de se couvrir ou pas? Parce que les options, on les utilise aussi pour spiler, pour faire comment ça s'appelle, de l'investissement, pas d'investissement, de la spéculation. On peut faire de la spéculation, mais on l'utilise aussi pour se couvrir, beaucoup pour se couvrir. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en règle générale, tout le monde se couvre, la grosse majorité des gens se couvrent contre la baisse, pas contre la hausse. Donc quand le marché, alors on dit, ah mais la volatilité est implicite, le VIX quand il monte, c'est quand ça bouge beaucoup, quand le marché s'affole. Non. Le VIX, il bouge beaucoup quand le marché s'écroule. Quand le marché monte, il ne bouge pas. Il suit un peu, mais il ne suit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens ne couvrent pas tellement quand ça bouge. Donc ça n'est pas un indicateur de volatilité, comme on l'a vu tout à l'heure, historique. C'est un indicateur de peur. Et surtout, de plus de peur contre la baisse. Par exemple, vous avez là, je vous l'ai sorti ici, le VIX. Alors on va zoomer un peu. C'est patent, c'est évident, je veux dire. Vous avez ici le VIX, et vous voyez que à chaque fois que le marché s'écroule, ça c'est l'indice, ça c'est le S&P. Ça c'est le VIX. Chaque fois que le marché s'écroule, le VIX, il monte jusqu'à 80. Chaque fois qu'il redescend plus vite, l'intérêt du VIX, c'est qu'on va essayer d'anticiper, c'est-à-dire que cette peur, et peut-être les professionnels vont avoir peur avant que le choc arrive, d'autres peut-être qu'ils vont avoir moins peur parce qu'ils vont déjà anticiper que c'est la fin du choc. Et que donc, c'est un indicateur un peu avancé, attention à manier avec des pincettes, c'est pas toujours vrai, et d'autant plus que maintenant tout le monde le regarde. Et que le VIX, c'est sur le S&P, il y en a d'autres, il y a le VCAC, il y a le VDAX, il y a c'est également qui ne se traitent pas, qui ne sont pas des indices qui se traitent. Le VIX, lui, se traite directement, mais les autres existent. Donc c'est intéressant quand même de voir comment évolue cet indice. Et on voit par exemple ici, vous voyez que là c'était la baisse, etc. Dès cet endroit-là, il a commencé à baisser fortement, alors que le marché était déjà en train, il commençait déjà à annoncer que c'est en train de se calmer, c'est en train de se calmer. Là, on était là encore. Et là, il disait déjà, tiens, c'est en train de se calmer, c'est en train de se calmer. Et en fait, le marché est vraiment commencé à remonter. Là, on sait, quand on était là, on pouvait penser que c'était simplement un rebond et que le marché continuerait à baisser. Mais quand on était là, on voyait déjà que le marché, lui, le VIX, lui, commençait à dégonfler. Et plus le marché est monté, plus le VIX, il est revenu, il est venu sur une bande horizontale et plus bas. Il s'est abaissé. Et donc maintenant, il ne s'agit pas. Il s'agit seulement quand ça chute. Boum. Vous savez. Chaque fois que ça chute, il y a un petit rebond. Alors, et des fois, un peu en avance. Donc c'est intéressant. Mais bien comprendre que le VIX n'a rien à voir avec la volatilité historique. C'est la volatilité implicite qui est la traduction de la prime des options. Combien on paye une option qui est dans le calcul de ce prix d'option qu'on va payer. Et ben c'est ce point, ce facteur qui va être utilisé. Alors ça, c'est intéressant de regarder le VIX. C'est un des choses que vous pouvez regarder. Les autres, alors il y a aussi le code. Alors, on ne va pas en parler longtemps parce que je n'ai pas le temps, mais moi ce que j'aime bien, c'est surtout le comportement des marchés face aux nouvelles économiques. Alors là, vous en avez trois. C'est voir comment
supporte le marché. C'est, d'abord, j'adore ça, parce que ça marche bien, et en plus que, comment ça s'appelle, on rigole. Ça m'a fait. C'est d'imaginer, c'est ce qu'on appelle la contrary opinion, l'opinion contraire. C'est de comprendre que si tout le monde est dans un sens, si tout le monde se trouve dans le même sens, ben le marché il ne va plus monter. Si tout le monde vous dit ah, il faut acheter du marché, ah, c'est super, achète, mais c'est haussier, mais on est content d'avoir acheté, achète, etc. C'est pas bon du tout, c'est que là, le marché va chuter. Quand on considère que quand plus de 75% des gens sont dans un sens, c'est très mauvais. Quand pareil, ça c'est à la hausse, mais à la baisse c'est pareil. Quand tout le monde vous dit autour, ah c'est catastrophique, ça, mais la bourse faut jamais en faire, c'est nul, hein, mais je perds tout ce que j'ai perdu ma chemise, n'en fais jamais, tout le monde a perdu, ne sont tous très chers, tout, et que le marché a beaucoup baissé, c'est la fin de la baisse. Toutes les mains faibles ont vendu, c'est pour ça. Moi je disais, c'était je crois dans la Tribune qui m'avait interrogé, et quand ma mère me dit d'acheter du France Télécom, je vends. C'est bon, je vends. Il y avait aussi cette fameuse histoire du chauffeur de taxi qui dit, quand vous allez à New York, et qui vous dit d'acheter du Microsoft, ben vous savez qu'il ne faut plus en acheter. Quand votre belle-mère, votre concierge, les gens autour de vous disent quelque chose, vous pouvez sentir que tout le monde l'a fait. C'est le tuyau percé. Alors, ça s'explique très simplement. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si tout le monde le dit, c'est que tout le monde l'a fait. Or, pour faire monter le marché, c'est là la différence, c'est là que j'adore aussi, c'est que l'analyse technique bat en brèche l'analyse fondamentale. Il y en a qui font un peu plus l'analyse fondamentale que moi, qui vont peut-être kicker un petit peu, monsieur Elisabeth, mais un petit peu plus. Bon, et sur le marché, quand tout le monde et le marché nous monte, pourquoi il monte? Parce qu'il y a des bonnes raisons économiques? Parce qu'il fait beau? Parce qu'il y a des acheteurs? Parce qu'il y a des acheteurs. Qu'est-ce qui fait monter le marché? Plus d'acheteurs que de vendeurs, ou plus d'acheteurs plus agressifs que les vendeurs. C'est ça qui va faire monter le marché. S'il n'y a plus d'acheteurs, c'est-à-dire que si tout le monde ici a acheté, qui va faire monter le marché? Demain, Total découpe du pétrole en Corse. Tout le monde va en payer. On en a tous. À un moment donné, ça arrive à un certain niveau. Et ils trouvent encore du pétrole. Mais il n'y a plus personne pour en acheter. Le marché Total ne va pas monter. Ça sera fini, il n'y a plus personne pour en acheter. Je prends une caricature. Évidemment, je montre ça de manière caricaturale. Si je prévois, c'est jamais aussi clair que ça, évidemment. Mais, à un moment donné, si tout le monde en a, quelle que soit la raison, il faut qu'il y ait de nouveaux flux d'argent qui viennent dans le marché pour faire monter le marché. Donc c'est pour ça que si on considère que dès qu'il y a 75% de la place qui est acheteuse, c'est mauvais. Pareil à la vente. Si tout le monde autour de vous est mauvais, etc., catastrophique, c'est pas bon. Donc, il suffit d'écouter BFM, il suffit de lire les journaux, il suffit de lire Capital, pour essayer de savoir si les journalistes sont baissiers ou pas. Parce que s'ils sont baissiers, c'est peut-être ainsi que tout le monde est baissier. Donc, c'est à manier avec des pincettes, parce que c'est pas aussi facile. Tant qu'ils sont partagés, il y en a qui sont haussiers, il y en a qui sont baissiers, vous pouvez vous dire qu'il y a plus de probabilité que la tendance se poursuive, plutôt qu'elle ne soit remise en cause. Donc la tendance a plus de chances de se poursuivre tant qu'elle n'est pas remise en cause et tant que tout le monde n'est pas d'accord. Si la tendance est haussière, tout le monde est haussier, ah, il faut en acheter, etc., il y a une euphorie générale, c'est très mauvais, il faut se méfier, il faut être très sur ses gardes, à revendre, resserrer vos stocks, pour protéger-vous, c'est dangereux. Et ça, j'adore, ça veut dire, pourtant, mais c'est bon, c'est un vrai marché, mais il n'y a plus d'argent, tout le monde en a acheté, tout le monde a acheté du Total, tu veux en acheter? Ben non, moi j'en ai déjà, et toi non plus. Et au bout d'un moment, tout le monde est en un, il y en a un qui va dire, moi j'en ai marre, ça ne monte pas, je revends. Et comme il revend et qu'il n'y a personne en face, parce qu'il n'y a personne pour acheter, à lui tout seul, avec un lot ou quelques lots, c'est caricatural, ce que je dis, hein, on est d'accord? Mais avec quelques lots, il risque de faire chuter le marché. Il risque de faire chuter le marché parce qu'il n'y a pas d'acheteur en face. Tout le monde en a. Il commence à chuter, le marché va descendre. Et c'est la spirale infernale. L'autre dit, c'est en train de se casser la gueule. Moi aussi, je vends. Moi aussi. Tout le monde vend. Et pouf. Et là, c'est grave. Regardez, c'était en 2000 peut-être. Quand France Télécom touche les 192, 200 là. Il explose tout, etc. Tout le monde achète et tout. Tout le monde se met à en acheter partout. Et c'est top. Derrière, il a chuté, etc. Il a fait ce qu'on appelle un blow-off aussi. Blow-off, c'est qu'il montait. Blow-off, en analyse technique, c'est l'explosion du volume sans raison. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'euphorie aussi.
l'euphorie, tout le monde achète, il n'y a plus rien, après il n'y a plus de nouvelles mains pour acheter. Donc il faut un espèce de mélange. Donc il faut qu'il y ait 60-65% des gens qui achètent, 40% qui vendent, etc. Et ça se rejoint pour que le marché monte. D'ailleurs, un truc aussi, c'est est-ce que le marché, tout le monde peut gagner sur un marché haussier? Tout le monde peut perdre sur un marché baissier. Souvent j'entends, quand je gagne, c'est parce qu'un tel a perdu. Jamais. Je dis, moi j'ai gagné de l'argent, c'est qu'un autre a gagné. J'entendais ma maison une fois qui me disait qu'ils ont tiré plus, et qui me disait, bah non, moi ce que j'ai gagné, c'est forcément quelqu'un qui l'a perdu en face. Et pour le poker, c'est pas un jeu à somme nulle. Au poker, ce que vous gagnez, je ne sais pas si on a dit au poker, ce que vous gagnez, c'est ce que les autres ont perdu. Vous repartez avec de l'argent, c'est ce que les autres ont laissé sur le terrain. Si vous en partez avec moins, c'est un autre qui va partir avec, de toute façon. Mais l'argent n'est pas perdu, et c'est donc un jeu à somme nulle. C'est égal à la création. La bourse, c'est la création de valeur. Alors, il y en a qui ne sont pas sûrs du truc, qui disent, attends, il m'embrouille là. Je vais vous le faire très simplement. On introduit Twitter en bourse. Twitter en bourse, on l'introduit à 50. J'en achète à 50. 2 jours après, je pense que ça ne vaut pas 50. Moi, j'ai envie de le revendre à 52. Et puis, il y a... c'est Marc Christophe, pardon. Christophe qui me dit, bah, moi, je veux bien te les acheter à 52. Ok, tu les as. Je les vends à 52. Et puis, 2 semaines après, Christophe, il dit à Patrick, bah, moi, je veux bien te les vendre à 54. Patrick, il achète à 54. Donc, il a gagné déjà 2. Moi j'ai gagné 2, je l'avais acheté à 50, j'ai revendu à lui, il a gagné 2. Lui il a revendu à 55, il a gagné 3. Patrick, toi tu le revends à Cécile à 60, Twitter, etc. Et chacun vend. Tout le monde a gagné. Tout le monde a un peu gagné et personne n'a perdu. Donc on voit bien que ça peut continuer comme ça éternellement. Alors si le marché peut gagner, je n'ai pas dit que gagner tous, attention. Faites bien la distinction.